Bonjour à tous, hein. Voilà, dernière vidéo de ma série hivernale. C'est bientôt l'ouverture de la saison de morilles pour moi. Franchement, je trépigne d'impatience. C'est de la pure folie. Donc, du coup, après avoir abordé la question quand trouver des belles morilles durant deux vidéos, je vais m'attarder sur le point sans doute le plus important, le plus essentiel, qui est où trouver des morilles. Allez, on parle biotope juste après le générique. À tout de suite. Avant toute chose, sachez que la réalité est beaucoup plus complexe que ce que je vais tenter de vous expliquer. Le but n'étant pas de faire une vidéo barbante de 3 heures, je vais uniquement vous donner les informations les plus utiles pour débusquer de nouveaux coins à morilles. On ne va pas tourner autour du pot. Sur les places pérennes, la morille pousse dans des endroits calcaires, sur un sol bien drainé et non argileux. Alors encore une fois, je suis sûr et certain que beaucoup d'entre vous sont au courant. Oui, mais comment savoir si on est en présence d'un sol calcaire ou pas? La première possibilité est de consulter les cartes géologiques. C'est un bon début. Alors on va le faire, direction mon PC. Voilà un beau plan plein de couleurs. Alors je trouve ça très joli, très esthétique, mais bon, c'est absolument pas le sujet. Les anciens et beaucoup d'autres personnes vous diront qu'il faut aller là où c'est bleu. Alors ce n'est pas faux, mais ce n'est pas complet. Car si je prends ma carte des répartitions de morilles communes, que j'ai réalisée avec les informations que j'ai en ma possession, et qu'on la cale sur cette carte géologique, on constate qu'on y trouve des morilles à des endroits non bleus. Alors cette carte que j'ai réalisée, vous pouvez la retrouver sur mon blog, et si vous avez des remarques ou des suggestions pour la compléter, n'hésitez pas en commentaire, ça serait super qu'on ait tous une belle carte des répartitions de morilles pour les néophytes, ce serait vachement pas mal. Donc voilà, on voit tout de suite que c'est en fait beaucoup plus complexe qu'une simple couleur bleue. Alors on pourrait rentrer dans les détails de la carte géologique, mais on ne va pas le faire. Libre à vous de vous amuser à plancher sur le sujet si vous en avez l'envie et le courage. La seconde méthode est de déterminer la qualité du sol en vous rendant sur place. Il suffit d'observer l'environnement qui vous entoure et surtout la végétation présente. Il y a effectivement des plantes qui indiquent si on est en présence d'un terrain calcaire ou pas. Premièrement, si vous voyez une de ces trois plantes, fouillez mais absolument directement. Ne perdez pas votre temps, vous n'êtes pas sous le bon sol, il est acide. Vous avez le genêt à gauche, le bruyère au centre et la fougère aigle à droite. Revenez cependant en automne pour éventuellement y dégoter quelques cèpes, girolles ou autres chanterelles en tube. Secondement, si vous apercevez des plantes parmi la liste que je vais vous donner, alors c'est bon. Ces photos sont prises au moment des morilles, c'est plus utile pour vous. Parmi les plantes indicatrices, vous avez la prime-vert officinale, la ficaire qui fleurit jaune au moment des morilles, l'épervière des murs, très commune, l'orchimale qui fleurit en plein pendant les morilles, la dryade à 8 pétales pour les grandes altitudes, l'euphorbe des bois, très commune également, l'ail des ours, très commun, l'anémone jaune, l'anémone blanche, la parisette à 4 feuilles, le lierre rampant, hyper commun, très classique, le lierre terrestre, le lamier pourpre, la mercuriale vivace, alors chez moi ça c'est vraiment un classique, l'aspérule odorante, l'éléobore fétide, très classique aussi, et la petite pervenche, pareil, chez moi c'est très classique. Laissez-moi vous préciser encore qu'une seule de ces plantes indicatrices n'est souvent pas suffisante à conclure d'un terrain calcaire. On trouve certaines d'entre elles également en sol acide, c'est notamment le cas du lierre par exemple. En revanche, si vous en voyez plusieurs sur une même zone, un même bois, alors le doute n'est plus permis. Je ne dis pas d'aller fouiller aux morilles en plein milieu de ces plantes, mais vous êtes sûr et certain que s'il y en a quelques-unes parmi cette liste dans le bois que vous fouillez, vous êtes sûr et certain que vous êtes sur un sol calcaire, et donc fouillez tout le bois. Il y a aussi des champignons poussant au même moment que les morilles qui peuvent vous indiquer que vous êtes aux bons endroits. 3 d'entre eux retiennent mon attention. La pézise écarlate, qui commence à sortir un peu avant l'apparition des morilles coniques. La pézise veinée sortira quant à elle au moment des morilles communes. Et enfin, le tricolome de la Saint-Georges qui vous indiquera que vous êtes en fin de saison.
Une fois sur le bon sol, vous allez devoir chercher les arbres qui vivent en association avec la Morie. Le frêne est incontestablement l'arbre numéro 1. Si vous voyez un frêne, vous devez y aller. C'est au pied de celui-ci que vous aurez le maximum de chances de dégoter vos Mories. En deuxième position, je dirais le noisetier. Vient après le tremble, l'orme, qui a malheureusement quasiment disparu chez nous. Ensuite, sans les classer, je dirais charme, sorbier, robinier, tilleul, lilas, aubépine, sapin, épicéa, pommier, merisier. Donc les anciens vergers sont des endroits magnifiques à aller prospecter. Bref, tous les arbres qui contiennent de la sève sucrée. La Morie aime le glucose. Elle se nourrit en fait de celui contenu dans la sève des arbres qui se libère au printemps dans la terre via les parties abîmées des racines. Vous devez savoir que le système racinaire de l'arbre peut s'étendre jusqu'à 2 fois la taille de la canopée de celui-ci. Ne vous contentez donc pas d'aller chercher vos Mories au pied du tronc. Eh bien c'est pas mal tout ça, alors je ne sais pas à combien de minutes nous sommes, mais on ne doit pas être très loin des autres vidéos. Alors j'espère que ce n'est pas trop long et que je ne t'emmerde pas. De toute façon, si c'est le cas, tu peux toujours quitter. Par contre, si tu aimes, je vais encore te donner 2-3 petits trucs. Mais fais-moi un petit plaisir, après avoir regardé la vidéo, lâche un gros pouce bleu. Ça récompense mon travail en me positionnant correctement sur YouTube. Et si tu veux être informé des prochaines vidéos et que ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu peux le faire simplement en cliquant sur le petit carré rouge en bas à droite de l'écran. N'oublie pas également que j'ai écrit 2 livres sur les champignons qui pourraient éventuellement t'intéresser. J'en parle dans la vidéo dont la miniature se trouve ici juste au-dessus. N'hésite pas, là tu me soutiendras financièrement, ça peut être utile pour la suite. Vous devez savoir que la Morie déteste la concurrence. Elle aura donc en grosse majorité tendance à pousser au pied de son arbre, mais sur un sol nu. Pas besoin de passer tout son temps dans les champs de fleurs. Je ne dis pas que vous n'en trouverez jamais, mais vous aurez beaucoup moins de chance. Elle ne rechigne cependant pas la présence du lierre, comme vous avez pu le constater dans nombreuses de mes vidéos. Concernant toujours la concurrence, courez sur les zones incendiées. Les cendres enrichissent le sol en potassium, en silice et en calcium. De plus, toute forme de concurrence a été brûlée. C'est excellent pour la Morie. Alors, c'est pas beaucoup le cas chez nous qui est des grands feux de forêt, c'est plutôt réservé au Canada, mais même un petit feu réalisé par les scouts pendant l'été peut donner une dizaine ou une vingtaine de Mories sur 1 mètre carré. Je vous le garantis, ça m'est déjà arrivé. Les mises à blanc, c'est le top. Enfin, pendant une année seulement. J'en ai déjà parlé. Aucune concurrence le printemps après la coupe. La sève et donc le sucre contenu dans les racines se libèrent directement dans le sol. En bordure de forêt, entre autres grâce à la présence de petits animaux capables d'abîmer les racines des arbres, genre la taupe. Si vous voyez des taupinières, bah c'est pas mal. Pas si mal que ça. En bordure de chemin, c'est pas mal non plus, et pour les mêmes raisons, mais aussi grâce à l'homme qui détériore partout où il passe. Bah oui, de temps à autre, c'est bénéfique pour nous. Et enfin, je vais terminer par un avis qui va sans doute faire débat, car c'est un indicateur que beaucoup de chercheurs chevronnés donnent. Je vais casser un mythe, et vous allez peut-être me tomber dessus. On présente les ruisseaux comme étant le top grâce à l'humidité. Moi, je ne dirais pas ça. Pas ça du tout. J'estime que l'humidité stockée durant l'hiver dans le sol est largement suffisante pour la Morie. Et même s'il fait très sec, il ne suffit que d'un petit crachin pour tout relancer. Mes meilleures années l'ont été durant les printemps les plus secs. Pas forcément les plus chauds, les plus secs. Par contre, les pires, mais vraiment les pires années l'ont été durant les printemps les plus pluvieux. Il ne faut pas oublier que l'humidité refroidit le sol et la Morie n'aime pas ça. Le must, après 15 ans de statistiques, ça sont les hivers pluvieux et les printemps secs avec quelques pluies et des températures qui ne dépassent pas 25 degrés, sinon la saison va tellement rapidement qu'on n'a pas le temps de tout gérer. Bref, je ne suis pas plus attiré par un ruisseau quand j'en vois un. N'en faites donc pas toute une obsession. Par contre, les ruisseaux sont super intéressants si vous n'êtes pas sur une zone calcaire. C'est effectivement là que vous aurez le maximum de chances de trouver des Mories. C'est simple, il suffit que votre ruisseau ou un affluent de celui-ci passe dans un secteur basique pour charrier des alluvions calcaires qui peuvent se retrouver parfois à plusieurs kilomètres sur votre zone acide. Là, ça devient une mine d'or. Voilà, allez, c'est fini, j'en ai énormément dit. J'espère que vous avez apprécié. Faites-le moi savoir. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de cueillette. J'espère, si Dieu le veut. Allez, à plus, à la prochaine.